Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Paris, Grand Palais éphémère, et c'est pour le Forum Bois Construction 2021. Ce matin, nous allons parler bienveillance, tiens, on va dire ça comme ça, avec mes trois invités. Bonjour. Bonjour. Vous êtes François Delorme. Oui. Bonjour, vous êtes Bonjour. Architecte. Oui. Cruel Architecte, c'est ça? Truel, oui. Truel. Ah, mais j'avais compris Cruel. Non, Truel, comme une truelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence, s'il vous plaît? Bien, je suis associé avec cinq associés. Depuis 1979, on a ouvert le cabinet. On a travaillé principalement dans la réhabilitation des logements sociaux. Puis ensuite, on s'est passionné autour des questions du handicap. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a été amené à travailler avec la Croix-Rouge française sur ce projet exceptionnel. Alors, Croix-Rouge française que vous représentez, Marie-Angèle Baffin. Oui. Vous êtes directrice du pôle handicap Croix-Rouge, donc dans le Nord, Oui, tout à fait. département du Nord, à Saint-Jean-Scapelle, Oui, tout à fait. là où on a le projet. Oui. Vous pouvez nous présenter rapidement ce pôle dont vous avez la direction? Bien sûr. Donc, à Saint-Jean-Scapelle, nous avons un pôle handicap, ce qu'on appelle le pôle handicap 59, qui comporte un foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé pour adultes en situation de handicap, un IME, donc Institut médico-éducatif, qui accueille des enfants, adolescents, jeunes adultes entre 0 et 20 ans, aujourd'hui tous atteints de TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme. Donc ils sont 40, on a 30 en hébergement et 10 en accueil de jour. D'accord, et on va voir le bâtiment que vous avez fait construire pour eux. Merci. À côté de vous, monsieur Marc Sériès, bonjour. Bonjour, Vous êtes bureau d'études oui, qui s'appelle donc Albert et compagnie, Albert et compagnie. donc est un bureau d'études techniques et généralistes, mais orienté sur les questions de social et d'environnemental. Voilà, donc notre métier consiste en général à monter des équipes et à organiser des projets auprès des architectes dans un but d'écologie maximale et d'empreinte sociale la plus favorable possible. Alors, on va voir justement comment vous avez travaillé ensemble. Quels sont les besoins quand on fait construire? Alors, je sais que vous n'êtes pas le maître d'ouvrage, mais je pense que vous avez participé quand même pas mal. Beaucoup, oui. Quels étaient vos besoins pour un bâtiment comme celui-ci? Qu'est-ce que vous attendez d'un bâtiment comme celui-ci? Alors, l'histoire en fait de Saint-Jean-Scapelle date de 58, l'ouverture donc d'un premier établissement pour personnes en situation de handicap. Et au fil des années, avec l'évolution de la politique du handicap, on a accueilli des jeunes, des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme. Et donc, jusque, on va dire, 2016, un peu avant même, 2012, nous avons constaté que les bâtiments n'étaient plus adaptés pour accueillir donc, ce profil de personnes. Et donc, nous avons commencé justement à travailler avec le bureau de François sur la reconstruction, en fait, la réhabilitation de l'IME, de l'Institut médico-éducatif. Et au fil des années où on travaillait ensemble, on s'est rendu compte que finalement, réhabiliter le bâtiment, ça ne convenait pas du tout avec les caractéristiques des personnes avec autisme, avec le profil des enfants, les besoins surtout. Et donc on est parti sur l'étude pour une reconstruction. Reconstruction. Et est-ce que tout de suite le bois est venu? Est-ce que tout de suite vous avez voulu construire en bois? Et on verra que vous construisez en bois dans la forêt. Alors, on tient beaucoup à notre forêt. On a un environnement magnifique avec une flore, une faune vraiment exceptionnelle. On a de la chance de travailler dans ce cadre, dans ce contexte. Mais pas forcément, puisque nous ne sommes pas... enfin, moi, personnellement, j'adore le bois, j'aime beaucoup le bois, mais construire un bâtiment, tout de suite, on pense on construit des locaux. Et donc, c'est François qui a apporté l'idée du bois avec ses associés, avec Marc, et aussi
en racontant un peu l'historique des bâtiments, de l'établissement, de l'accompagnement aussi spécifique de ces personnes. Et tout naturellement, je pense, le bois est rentré dans nos discussions, nos réflexions, pour apporter diverses choses à ces personnes. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte avec le recul que vous avez aujourd'hui? Et puis ensuite, on parlera du bâtiment lui-même. Alors, au départ, c'est vrai que quand l'autorisation a été demandée pour construire et pour couper des arbres, c'est vrai qu'avec François, on s'est posé la question, ça nous faisait vraiment mal au cœur que ces arbres soient coupés et comme ça, en fait. Ça paraissait gratuit. Et du coup, mais tous les jours, on menait une réflexion pour savoir, même je dirais presque, l'écorce d'un arbre, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Et donc, l'idée, aujourd'hui, dans l'établissement, on a des murs au niveau des unités de vie, où on a les troncs des arbres qui ont été conservés pour servir entre guillemets, de tableau sensoriel aux personnes qui sont accueillies, c'est-à-dire le bois brut, en fait, le tronc des sapins bruts, ils peuvent toucher, même s'il y a des petites écailles. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a un apport sensoriel pour les personnes accueillies. Et aussi, dans l'accompagnement de tous les jours, au niveau des alcôves, on va peut-être en parler tout à l'heure, il y a des alcôves et les alcôves sont brutes également et dégagent une sensation, une odeur. Les enfants peuvent être debout, couchés, assis, avec des trous par-ci. Enfin, c'est vraiment aménagé et en fait, chaque instant... c'est quelque chose qui lui permet de se sentir, de sentir le bois et d'exister tout simplement. D'accord, merci. Et puis on va voir justement comment vous avez traduit ça donc, au plan architectural. Quand vous arrivez, vous avez un bois, une forêt. Et donc comment vous intégrez le bâtiment et comment vous réfléchissez à ce bâtiment? Donc tout de suite... J'avais déjà prévenu tout le monde que la première démarche que je ferais, c'est d'aller voir monsieur le maire pour lui demander si j'avais bien le droit de couper cette vingtaine d'arbres pour pouvoir implanter le bâtiment. Et donc, on est sur une parcelle importante avec une sapinière, c'est ça? Ça s'appelle la sapinière. Voilà. Et donc, c'est une parcelle très importante avec une très grande dimension qui posait beaucoup de problèmes dans le fonctionnement antérieur, puisque une des très grandes questions qu'avaient les accompagnants des enfants, c'était de passer leur temps à accompagner des groupes de 2 ou 3 enfants à travers tout le site, puisque le site était très largement ouvert et très éparpillé. Et donc, c'était une très grande contrainte d'avoir à accompagner les enfants. C'est-à-dire, au lieu de les encadrer, de travailler avec eux, on passait son temps simplement à les accompagner. Donc, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait clore le lieu, désigner un endroit, un espace clos dans lequel il y aurait la plus grande liberté. Et puis, j'ai vécu un moment incroyable avec un gamin coincé dans un escalier. Je visitais le bâtiment, j'étais avec Marie-Angèle et on était à l'étage. Et dans l'escalier, un enfant avec son accompagnant ne bougeait, était comme une pierre paralysée au milieu de l'escalier. Il empêchait tout le monde de passer et il était bloqué dans l'escalier. Et ça durait. Et l'accompagnant lui disait « Il y a des gens derrière toi, s'il te plaît, descends ». Et il ne bougeait pas. Et ce jour-là, j'ai compris que le bâtiment devait être à plat et que faire un escalier ou de mettre 3 marches, c'était impossible. C'était déjà trop compliqué. C'était trop compliqué. Donc, on a fait un bâtiment, enfin, pas un bâtiment, l'ensemble du site que nous avons adapté aux enfants, que nous avons clos, dont j'ai parlé de cette clôture. Cette clôture désigne un lieu qui est entièrement à plat, sans une seule marche, à cause de cette anecdote si forte. Peut-être un mot sur le rapport que nous avons eu avec Marie-Angèle. Si Marie-Angèle a fait l'effort de venir de son grand nord aujourd'hui, c'est parce que c'était très important aux yeux de Marc et aux miens qu'elle soit présente, parce que c'est la qualité de nos relations à nous trois qui a fait une grande part de la qualité de ce projet. Et peut-être ce que je voudrais souligner, c'est la capacité de Marie-Angèle à mettre le curseur de la sécurité à sa juste place. Par exemple, sur les alcôves dont elle parlait tout à l'heure, donc on a inventé, je crois, 14 petites cabanes de 1,60 m au carré, entièrement en bois, non vernis. Je précise ça parce que ça a été l'objet
d'un débat, mais c'était... C'est ce qu'on voit à l'image, là. Hein. Voilà. C'était à mes yeux très important que ce soit non verni pour la question de l'odeur, pour la question du prix. C'est que le budget était contraint et que le vernis coûte pratiquement le prix de la cabane si on veut le vernir correctement. Et donc, dépenser cet argent pour enlever l'odeur et donner un aspect sur lequel je ne peux pas intervenir m'a paru pas intéressant. Et Marie-Angèle en était complètement convaincue, à l'image des tables des colliers quand j'étais à l'école. À cette époque, il y avait des tables et les mauvais élèves gravaient la table. Même les bons, des fois. Et donc, j'étais aussi très mauvais élève et donc j'ai passé beaucoup de temps à graver les tables. Et je trouvais ça merveilleux de s'asseoir à une table. Et donc, pourvu que ces alcôves aient des gravures et que les enfants... Voilà, qu'elles vivent. Voilà, absolument. Et effectivement, aujourd'hui, ces alcôves vivent. Voilà. Et donc Marie-Angèle, certaines alcôves, le gamin est caché au sens très fort, c'est-à-dire on ne peut pas le voir. Et beaucoup de gens autour du projet me disaient à Marie-Angèle, mais il faut qu'on voit leurs pieds. Et Marie-Angèle criait, il disait mais non, bien sûr que non, ils peuvent se cacher, ils peuvent grimper à 2 mètres de haut, ils peuvent, etc. Voilà, ils peuvent se coincer dans des endroits exigus, très exigus de ces cabanes, et coincer leur propre corps, parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils le veulent. Et donc, toutes ces questions, Marie-Angèle y répondait favorablement, et à l'inverse, parfois, elle nous disait non, cet aspect acoustique, le fait que ça fasse du bruit, ou le fait que elle attirait notre attention sur le fait que ça représentait un vrai danger aux enfants, et que nous fallait nous arrêter. Pour faire un bâtiment comme ça, il faut avoir une vraie connaissance du public qu'on va accueillir. Ah oui. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai admiré dans ce projet avec François dans un premier temps, puis avec Marc, c'est que quand je décrivais, enfin, quand on racontait, c'était comme si on racontait une histoire. Et François mettait avec le bois, en fait, l'histoire des alcôves, c'est un peu quand je parlais des caractéristiques de l'autisme, et puis on le traduisait, en fait. On traduisait que ces enfants ont besoin de se retirer. Parfois, ils se mettent la tête en bas, mais nous, on ne comprend pas pourquoi, mais lui, il se sent bien. Donc, d'où ces alcôves différentes, avec chacune un nom. C'est ça. Et donc, c'était très, très intéressant. De travailler sur ce sujet-là. Oui. On va parler un peu technique. On peut parler technique, on peut parler de ce qu'on veut. Comment, justement, on s'inscrit dans un projet comme ça lorsqu'on est un bureau d'études ? D'abord, on s'inscrit dans le respect et la passion, parce que il n'était pas question de ne pas être à la hauteur. C'était le projet trop beau. Donc, avec François, j'ai visité le bâtiment existant. Et moi aussi, j'ai croisé quelques enfants et j'étais tout simplement ébloui. Je l'ai dit à Marie-Angèle, ça peut paraître bizarre, mais je me sentais chez moi dans son établissement qui accueillait tout un tas d'autistes. Et je m'y sentais très bien, déjà, alors que pour autant, c'est vrai que le bâtiment précédent était vraiment très mal pratique. Donc, moi, ce qui a guidé mon accompagnement technique, c'était vraiment l'idée du respect, de la sensibilité. Et ça s'est traduit à tous les niveaux. J'ai compris très vite que Marie-Angèle et François ne feraient aucune concession, qu'ils voulaient tout et tout au mieux. Donc, il fallait que tout soit au mieux aussi de notre côté. Et donc, par exemple, en quoi le bois s'est imposé, ce qu'il faut quand même dire, ce que n'a pas dit François, c'est que le bâtiment est non seulement pénètre un peu dans une forêt, il est à cheval entre une clairière et une forêt, mais aussi dans un bâtiment très en pente, sur un terrain très en pente. Où on n'a pas d'escalier, hein, on passe pas d'un bâtiment à l'autre. Et donc, la première contrainte, c'était de faire du plat dans un bâtiment en pente. Et évidemment, notre âme sensible à tous, c'était de ne pas faire d'énormes terrassements. Ça aurait été un gâchis phénoménal. Et en plus, ça aurait entamé la forêt et les arbres. Et donc, notre idée était tout de suite de faire une sorte de plateau. Et petite anecdote, moi je suis allé même un peu trop loin, ils m'ont poussé trop loin dans mes retranchements, ces deux vilains, à savoir que mon idée, la première proposition que j'ai faite à François, mais c'était vraiment au stade de la pré-esquisse, c'était de faire un plateau qui rentre dans la forêt et qui, au lieu d'être ancré au sol, soit accroché aux arbres. Donc une sorte d'immense cabane dans les arbres.
Et donc, j'ai fait d'ailleurs appel aux Compagnons du Devoir, à l'association ouvrière. J'ai été voir quelques compagnons pour leur demander si, à leur connaissance, c'était possible de faire un grand plateau, un grand établissement accroché à plusieurs arbres et accroché et posé aussi au sol. Bon, ils m'ont un peu vite découragé. On a compris qu'on allait d'abord faire beaucoup de mal aux arbres pour un bâtiment qui aurait risqué d'être un peu chancelant au bout de quelques années. Donc on est revenu à une solution plus traditionnelle, donc de bâtiments ancrés dans le sol, sous forme de pieux. Et alors là, pour le coup, le bois s'est évidemment imposé, puisqu'il fallait tordre le bâtiment autour d'arbres préexistants, de faire des patios et de ne pas entamer les racines des arbres qui restaient là. Donc le bois s'est vraiment imposé comme le seul matériau qui était suffisamment respectueux et avec un chantier qui pouvait être respectueux de son environnement. On est en ossature bois. Ossature bois, et donc ensuite, donc on est dans le nord de la France, et donc les parements, eux, ne sont pas en bois. En fait, on ne voit pas le bois de l'extérieur. C'est donc de la brique, de la vraie brique maçonnée. C'est de la brique maçonnée. C'est pas de la plaquette. Non, c'est pas de la plaquette. C'est vraiment de la brique maçonnée qui est posée sur une cornière tout autour. Et donc, c'est une association de briques maçonnées extérieures posées devant des façades à ossature bois. Et donc, c'est donc du bois, du mélèze, et puis évidemment de la laine de bois, puisqu'il n'était pas question de faire de concessions. Donc, on est allé au bout du bout de tous les matériaux. Une chaufferie bois. Et pour finir, quand même dans la technique assez rigolote et certainement innovante, un puits canadien, parce que peut-être que Marie-Angèle en parlera, il est important dans les périodes de canicule qu'il fasse quand même frais dans ces établissements. Et donc, on a inscrit un puits canadien dans le bâtiment. Et là aussi, pour ne pas empiéter dans la forêt davantage, le puits canadien était exclusivement inscrit sous le bâtiment et donc passe entre les pieux de fondation. Donc, on a les pieux qui respectent les racines et le puits qui respecte les pieux. Donc, c'est un enchaînement de... Ce que vous n'avez pas dit, c'est que les pieux sont implantés en fonction d'un relevé racinaire que vous avez réalisé par rapport aux arbres qui sont tout à fait. On a fait sur le terrain. Voilà, dès l'esquisse, dès l'avant-projet, avec François, on a fait faire un relevé des arbres et un relevé phytosanitaire des arbres qui étaient en bon état, de façon à conserver les arbres en très bon état, de tourner autour, de les laisser dans des patios, de construire autour de certains. Voilà, donc relevé phytosanitaire et géomètre. Et ensuite, des racines. Alors, les racines, on ne les a pas relevées, on les a supposées. Et donc, on a en tout cas implanté les pieux, ce qui nous semblait supposément être hors des racines. On en a esquinté 2-3, mais au final, on n'a tué aucun arbre. Merci. On arrive bientôt à notre fin de petite conférence, de petit échange. Aujourd'hui, on y vit comment dans ce bâtiment ? On a vu que les enfants s'étaient appropriés les cabanes. Mais le personnel et vous-même, comment il vit ce bâtiment en bois ? Est-ce qu'il s'y sent bien ? Très bien, mais je voulais juste compléter un petit peu ce que disait Marc sur le puits canadien, puisque effectivement l'établissement on a inauguré les nouveaux bâtiments en 2019, et donc en mai 2019, et nous avons vécu le premier été en 2019. Canicule, donc. Oui, et donc on a vraiment pu vérifier cette histoire de degrés en moins à l'intérieur sans ventilateur et sans climatisation. Sans climatisation. Effectivement, on sait que dans l'autisme, parfois c'est compliqué. Quand les enfants ont des habitudes de vie, c'est très difficile de changer ces habitudes de vie parfois. Et je vous dirais même enlever un pull en été, faire la transition entre les deux saisons, c'est pas toujours évident, il faut un certain temps. Et donc des enfants qui refusaient d'enlever le pull, qui allaient chercher dans leur armoire un pull parfois le matin en juillet, on a vérifié que le puits canadien, on avait 23 degrés, donc pratiquement 7 degrés en moins entre la température de l'extérieur avec l'intérieur. Et effectivement, ça nous a ça a bien aidé à certains au niveau du bien-être. D'accord. Juste une question, le puits canadien, il est relié à une centrale d'air ou oui, comment ça se passe ? C'est vraiment la formulation la plus simple, ouais. C'est-à-dire le puits canadien arrive à l'entrée d'une centrale de traitement d'air sans climatisation du tout et qui souffle ensuite de l'air frais à l'intérieur.
Et nous avons travaillé beaucoup sur la question des clapets automatisés liés au SSI parce qu'on voulait les limiter en nombre à cause de la gestion très complexe de ces clapets. Et donc, on a 2 centrales de traitement d'air et 2 tuyaux du puits canadien, un tuyau par bâtiment pour limiter le nombre de clapets. Et donc, on a en tout 4 clapets sur l'ensemble de ce bâtiment, 4 clapets autocommandés, ce qui est rare d'avoir aussi peu de clapets. Aussi peu de clapets. Une petite conclusion. Oui, alors pour répondre à votre question, effectivement, c'est un très bel outil de travail, vraiment. Ça répond vraiment aux besoins des personnes accueillies, donc des personnes avec autisme. Les salariés qui sortent d'un bâtiment, de bâtiments créés en 1920, puisque c'était des anciens bâtiments qui sont passés par la guerre, etc., ils retrouvent un confort de travail et un bien-être au travail aussi, puisqu'on a quand même beaucoup de troubles du comportement. Et certains outils, comme les alcôves, répondent vraiment aux besoins des enfants, des jeunes et aux attentes des familles également. Dans les chambres, on a le bois aussi apparent ? Oui, on a tout le mobilier des chambres est en bois. Sur cette question, et ce sera ma dernière question, vous m'en voudrez pas, mais je sais que vous allez bientôt aller reparler de ce bâtiment. Sur cette question du bois vraiment qu'on peut toucher, qu'on peut voir, est-ce qu'on se sent vraiment mieux dans un bâtiment en bois ? Est-ce que des fois, c'est pas un peu peut-être trop ? Alors, donc le bois, on a choisi l'endroit où quand on est dans le bâtiment, tout à l'heure vous disiez le bois très présent à l'intérieur du bâtiment, il est peu présent. Il est très présent dans les alcôves. Dans les chambres, il est très présent sur le lit puisqu'on a dessiné un lit qui a été fait entièrement en bois et donc il est très présent par le lit. Mais quand on rentre dans la chambre, on ne rentre pas dans une chambre en bois, pas du tout. Et donc tout à l'heure, Marc a parlé de la brique à l'intérieur, il y a eu le placo partout. Donc non, la présence du bois est choisie. Il y a les murs en bois dont Marie-Angèle a parlé. Donc on a choisi les endroits où on les met. Et c'est comme ça qu'il me semble on peut répondre justement à votre question. On n'est pas dans un univers entièrement en bois, pas du tout. D'accord. On a le bois au bon endroit. Peut-être, oui. Ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal, donc pour nous parler de ce bâtiment qui est à Saint-Jean-Capelle. C'est ça. Merci. Une émission à retrouver sur Bâti-Journal TV, sur le site de nos partenaires Forum Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous.